Ok. Il y a environ 2 semaines, hein, le 14 avril, Nicolas Hullen sortait dans divers médias des informations qui n'étaient quasiment jamais sorties dans les médias à propos de, de Didier Renders. Expliquez-nous un peu comment tout ça est arrivé et un peu votre parcours pour arriver à quand même sortir des allégations comme ça qui sont importantes, alors qu'il est à la veille presque de devenir commissaire européen. Comment on en est arrivé là en gros? Voilà. Donc, j'ai commencé à travailler le 1er mars 2007 à la Sûreté de l'État et j'ai très rapidement travaillé sur le sujet du déménagement de la police fédérale. Dans le déménagement de la police fédérale, M. Renders et son bras droit Jean-Claude Fontinoy percevaient des émoluments liés à la corruption et étaient fortement impliqués dedans. C'est intéressant à noter, c'est mon premier rapport et c'est aussi ce qui a été probablement un élément déclencheur puisque Lars Bové a sorti il y a environ un mois un article issu d'un rapport secret de la Cour des comptes qui fait état d'une gabegie de 40 millions. La Cour des comptes a fait les calculs concernant ce que la corruption a coûté dans le déménagement de la police fédérale, qui a donc quitté la tour derrière le jardin botanique, la tour blanche, pour aller se mettre à la cité administrative. Ils ont fait leur compte, ils arrivent à 40 millions, et dans cet article, ils montrent du doigt le cabinet Renders. Mais j'en reviens à ma carrière, donc je rentre en 2007, et très rapidement, je travaille sur le déménagement de la police fédérale. J'arrive aussi à la conclusion que M. Renders et son bras droit, M. Fontinoy, sont impliqués lourdement dans la décision qui elle-même est entachée de corruption et qu'ils en sont donc responsables. Ensuite, travaillant à la section économique de la Sûreté de l'État, je constate, à mon grand étonnement, parce que ça ne semble pas naturel, pour l'EMR, qu'il y a des éléments de proximité entre M. Renders et M. Fontinoy et les services de renseignement russes. En particulier, et d'ailleurs ça a été publié dans Kairos, le frère de M. Renders, Jean-Pierre, a refait l'ambassade de Russie en 2006-2007, ce qui constitue une voie d'entrée de corruption extraordinaire. Les Russes font, mettons, 2 millions de travaux, c'est un exemple, hein, 2 millions de travaux dans l'ambassade, ils en facturent 5, le frère prend 1 million et donne 2 millions à son frère ministre. Je n'ai pas étudié les comptes, donc je ne peux pas m'y appesantir, mais quoi qu'il en soit, la situation ne me semble pas naturelle du tout. M. Renders était déjà ministre à ce moment-là des Finances, il était ministre d'un pays hôte de l'OTAN, et il n'était pas normal que son frère refasse l'ambassade de Russie. Donc il s'agit de l'ambassade avenue de Fré. Alors, ensuite, pour bien expliquer que je n'ai rien contre M. Renders, je ne le connais pas personnellement, je ne connais pas M. Fontinoy. Je fais partie d'un milieu social qui vote à 80% pour M. Renders, donc ce n'est pas ma tendance naturelle que de m'attaquer à lui. Donc, je continue à travailler et je travaille à ce moment-là sur le Kazakh Gate. Le Kazakh Gate est une vieille affaire. La Sûreté suit l'affaire depuis quasiment le début, 1995. Et je sors un rapport qui fait état d'une surveillance par des détectives privés du juge d'instruction Jean-Frédéric Ludgens en charge du dossier Kazakh Gate. À ce moment-là, la Sûreté fait son devoir, elle prévient le parquet fédéral et le parquet fédéral prévient le juge Ludgens. Et le trio kazakh ne peut tirer aucune conséquence, ne peut pas faire pression sur le juge Ludgens sur base d'une enquête qui aurait cherché ses points faibles. Donc, à ce moment-là, je me mets à travailler sur le Kazakh Gate et en 2015, à mon grand étonnement, je constate que le Parlement belge passe une loi qui est en fait une loi qui permet au trio kazakh de payer une amende, comme vous, moi, nous payons une amende quand nous roulons à 150 à l'heure. Ce qu'ils appellent une transaction pénale à Voilà, l'époque. c'est une transaction pénale. Cette loi avait été faite d'abord pour les diamantaires. Je vous rappelle que tous les Belges sont égaux devant la loi, bien sûr. Hein. Donc cette loi a été faite au départ pour les diamantaires. Elle a été, entre guillemets, déviée pour profiter au trio kazakh. On trouve dans l'agenda de Catherine de Gaulle, qui est donc l'avocate envoyée par l'Élysée pour négocier la loi de transaction pénale,
on trouve les initiales de Didier Reynders, on trouve le nom de Jean-Claude Fontenoy. Donc, à mon grand étonnement, je constate qu'on passe cette loi, et à ce moment-là, M. Reynders fait un putsch sur la sûreté de l'État. Donc, il arrive à placer en très peu de temps les hommes aux bonnes places. Donc, la sûreté de l'État qui existe depuis 1830, qui n'a jamais eu normalement que 2 chefs, l'administrateur général et l'administrateur général adjoint, se voit tout à coup se voit imposer un 3e chef en la personne de Hugues Brulin, qui venait directement du cabinet, je vous le donne en mille, de Didier Reynders. Tout ça est prouvé. Oui, vous tapez Hugues Brulin et n'importe quel citoyen peut regarder. Il y a même une anecdote assez amusante, c'est que c'était tellement un putsch qu'il n'y avait aucun budget qui était préparé, pour, un peu comme le frère ou le demi-frère de M. Chastel. Il n'y avait pas de budget préparé pour... On en prépare un alors. Alors on en prépare un, et alors on le prend dans les fonds spéciaux. Les fonds spéciaux, c'est les fonds destinés aux sources de la Sûreté de l'État. Donc la Sûreté de l'État étant un service de renseignement, le core business de fonctionner avec des sources, et beaucoup de ces sources sont payées. Et donc on prend l'argent de M. Brulin, qui vient directement du cabinet Reynders, dans les fonds spéciaux destinés aux sources. Donc, on retrouve aussi à la tête de la section contre-espionnage un monsieur qui vient aussi directement de l'entourage de M. Reynders. Il s'agit de M. Franck Jaumin. Et M. Franck Jaumin, très rapidement, m'intime l'ordre oral d'arrêter de travailler sur le trio kazakh. Pour rappel, on travaillait depuis 1995 sur le trio kazakh. Donc, pour moi, cet ordre est formellement illicite, illégal, et j'essaie d'en faire référence à ma hiérarchie. Ma hiérarchie, au lieu de se ranger à la légalité, commence à faire des pressions sur moi, je fais l'objet de menaces de la part de ma hiérarchie, et donc, je décide de me rendre au comité R. Le comité R est le comité permanent de contrôle des services de renseignement, qu'on appelle communément en jargon français les bœufs carottes du renseignement. Donc, je suis auditionné 2 fois 3 heures par 2 inspecteurs, et lorsque je reviens la 3e fois pour signer mon rapport, j'ai fait la bêtise de ne pas demander directement mon rapport. Une inspectrice, en l'occurrence, me dit que je vais être menacé. Je suis complètement ébahi. Et je me retrouve devant Frank Franceus, le patron du comité d'enquête du comité R, enfin du service d'enquête du comité R, qui, à mon grand étonnement, m'explique que si je signe mon rapport, c'est très dangereux pour ma vie, c'est très dangereux pour la vie de mes enfants et la vie de ma femme. Je suis complètement ébahi. Alors qu'il devrait vous défendre. Alors qu'il devrait me défendre, alors qu'on est en démocratie, et voilà. Je suis atterré, je sors de là, je dois reconnaître que je ne demande rien du tout. Je me rends immédiatement chez moi et j'écris 4 lettres que j'envoie à mes meilleurs amis avec mission de nourrir ces lettres que s'il m'arrive malheur, en clair, si je passe sous un autobus, si je décède d'une raison ou d'une autre, ou si je suis emprisonné à long terme. Donc, après cela, je décide de rester dans ma section, mais ma section est supprimée. Donc on supprime la section économique de la Sûreté de l'État. Je constate qu'en fait, l'État belge est littéralement émasculé. Alors, je vais m'expliquer. La section économique est supprimée. Il y avait une micro-section à la police fédérale qui s'occupait du trafic d'objets d'art. Et c'est une des voies pour blanchir la corruption de M. Reynders. Il utilise, lui et M. Fontenoy, les objets d'art. Et donc, cette microsection est supprimée complètement, alors qu'elle rendait d'immenses services pour lutter contre Daesh, puisque, comme vous le savez, Daesh s'est procuré dans les musées syriens de quoi se faire pas mal d'argent de poche. En outre, il y a une section qui s'occupe de la lutte contre la corruption à l'intérieur de la police fédérale. Normalement, à cette époque, elle devait contenir 80 policiers. Elle descend à 27 policiers, dont une partie à mi-temps. Donc elle est incapable de lutter contre cette espèce de corruption endémique qui ronge l'État belge.
Donc, je fais l'objet de nombreuses pressions sur lesquelles je ne tiens pas à revenir, après la menace de mort. Et ensuite, on me mute à la section salafisme et radicalisme, où je m'intéresse quelque peu au conflit libyen. Et sur qui est-ce que je retombe? Sur mes amis de toujours, Jean-Claude Fontenoy et Didier Reynders. Je constate que M. Reynders a dégelé en toute illégalité, puisque l'ONU avait donné l'ordre de ne pas toucher au compte écureuil de M. Kadhafi, qui s'élevait quand même à 17 milliards d'euros. Donc je constate que M. Reynders dégèle au moins 2 milliards, je pense plus personnellement, mais au moins 2 milliards, et que ces 2 milliards sont envoyés à la LIA qui est sous le contrôle de Tripoli, c'est-à-dire de M. Sarraj. Je m'intéresse, parce que M. Reynders dit toujours que M. Sarraj est le représentant légal de la Libye, je m'intéresse à M. Sarraj, je constate que par exemple il n'a pas d'armée. Donc il s'appuie sur 4 milices, dont au moins 3 sont salafistes, et composées de gens peu recommandables, tout à fait susceptibles de participer à la tragédie humaine qui existe maintenant en Libye, donc à savoir réduire les gens au rang d'esclaves, leur vendre cher des embarcations particulièrement périlleuses, les voir se noyer, par milliers, parce que si vous prenez ça sur 8 ans, on ne parle pas de 100 personnes ou 200 personnes, on parle d'un gros massacre. Et alors, je vais également m'adresser aux gens de droite, ce n'est pas beaucoup mieux. Comme il n'y a pas de structure normale de douane dans un état de droit dans ce système-là, des dizaines et des dizaines de salafistes ont profité de ce système pour se glisser sur les bateaux et sont rentrés dans le système européen avec un certain nombre de terroristes à l'intérieur. Tu allais parler du terrorisme, oui. Voilà, donc que vous soyez de droite ou de gauche, cette situation est épouvantable et c'est assez cocasse de voir que M. Reynders, qui était dans un gouvernement franchement de droite, a quelque part financé tout ça en lâchant 2 milliards à ces personnes. Voilà. Alors, ce qui est assez intéressant, ce qu'on constate dans la presse depuis le 14 avril, qui était quasiment silencieuse depuis, bon, à part certains journaux, disons, alternatifs ou certains journalistes, le silence était quasiment perpétuel. Vous les avez contactés? Oui, tout à fait. Donc, nous avons eu plusieurs organes de presse courants qui sont venus ici, et la plupart du temps, ils ont eu des pressions de la part de leur hiérarchie pour ne pas diffuser en fait les interviews ou les séquences filmées dans lesquelles je vais apparaître. C'est intéressant, on dit toujours que la presse est libre en Belgique. Oui, mais écoutez, je ne peux que vous renvoyer par exemple à cet article-ci qui date de 2014. Je vous le présente. Je suis sûr que ça va se trouver sur Internet. Et qui explique le réseau d'influence de M. Fontenoy. Ça se trouve dans le Trends du 14 août 2014. Je vous invite à retrouver donc cet article. Et donc nous constatons qu'un certain nombre de patrons, on ne va pas les nommer ici parce que ce n'est peut-être pas nécessaire, de patrons de médias sont à l'intérieur de cet article. Ceci explique cela. J'ai trouvé particulièrement la RTBF silencieuse ces derniers jours par rapport à ce qui se passe. Je pense que les 2-3 jours après que ça soit sorti dans la presse, la RTBF n'en a pas du tout parlé et a même interviewé Didier Reynders sur un autre sujet sans évoquer les faits qui lui étaient reprochés. C'est fantastique. Alors je pense que nous avons vu ici en tout cas une journaliste assez motivée, mais par contre, dans cette liste, par exemple ici, nous trouvons en bonne place Jean-Paul Philippot, administrateur général de la RTBF, qui se trouve donc dans les fidèles, parmi les fidèles de Jean-Claude Fontenoy. Tout se tient. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que la plupart des médias disent que, en fin de compte, il n'y a pas de preuves. Alors que on voit la patte disons, du réseau bleu, comme on l'a appelé à l'époque, ou de Didier Reynders un peu partout, comme si ça ne suffisait pas. Est-ce que vous pensez que c'est
impossible de trouver plus d'éléments ou que des gens ont peur, parce qu'en fin de compte, ce que vous avez fait, c'est courageux, et il doit y en avoir un paquet qui connaissent beaucoup de choses, que ce soit dans les administrations liées à la fiscalité ou dans d'autres endroits, à la sûreté. Je pense qu'un certain nombre de personnes sont plus ou moins sorties du bois maintenant, mais qu'on leur met des bâtons dans les roues, qui doivent faire preuve de courage, et je les invite à continuer. Je pense que ce n'est pas facile aussi. Certains journalistes vont contester leurs témoignages parce qu'ils vont requérir l'anonymat, ce que je comprends parfaitement. Ils risquent leur métier parfois, et donc j'invite les gens qui disposent d'informations. Je pense qu'énormément de gens disposent d'informations, que ce soit lié à la régie des bâtiments, que ce soit lié au monde de l'immobilier, que ce soit lié au monde des antiquaires. Ce sont toutes des matières dans lesquelles la corruption de M. Renders et de M. Fontenoy est bien visible. Quand vous parlez de tout ça, Nicolas Hulens, on se rend compte au fait que, bon, il y a des pions, il y a des personnages centraux, mais c'est quand même un système entier qui est corrompu. On pense à ce qui vient de se passer avec Moreau, qui risque encore de s'en sortir. Euh, on pense aussi à toutes les décisions qui sont prises par ces politiques, qui sont faites soi-disant des décisions qui sont pour le bien commun, mais qui sont souvent aussi liées à ses intérêts partagés. Tout est lié, on a vraiment affaire à un grand réseau. On souhaite que Renders tombe, mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi avec cette analyse que c'est vraiment un système et que les pions peuvent tomber, mais qu'il faut faire tomber le système? Je pense que la base du système, le ciment du système, et M. Fontenoy l'a très très bien compris, c'est ce bon vieux jeu infantile que nous avons commencé très tôt, tous. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. C'est tout ça. Donc nous sommes dans une particratie, et l'idée de manœuvre, c'est qu'il faut disposer d'un maximum de renseignements sur ses partenaires, et si jamais on se retrouve avec du choco-pasta jusqu'au coude, il serait opportun à ce moment-là de rappeler à ses partenaires qu'ils ont eux-mêmes un peu de Nutella au bord des lèvres, si vous voyez ce que je veux dire. Ils ont des techniques qui sont connues dans les services de renseignement pour les coincer, ceux qui risqueraient de parler aussi. Hein. Oui, oui, tout à fait. Donc, moi, je vous expliquais comment menacer de mort. On est en train de me tailler un costume. On a essayé de me faire passer pour fou, ce qui est assez peu crédible parce que si j'étais fou, je n'aurais pas pu servir pendant 11 ans dans le service de renseignement, je ne serais pas capitaine d'artillerie, je suis père de famille, j'ai 4 enfants, enfin bon, bref, je n'ai pas le profil de quelqu'un de dérangé. Voilà. Je voudrais juste revenir aussi sur la mort d'Armand de Decker. On re-rentre un peu dans ce faisceau de preuves ou de ces preuves qui manqueraient. C'est quand même intéressant, on lisait aujourd'hui encore dans le soir, puisque Patok Shodiev, donc, qui est lié au Kazakh Gate de très près, va être mis en examen, ou en tout cas en France, et un peu embêté, alors qu'en Belgique, ils l'ont entendu et que rien ne se passe. Et que, avec la mort d'Armand de Decker, ils l'ont encore dit aujourd'hui dans la presse, tout s'arrête. C'est fantastique comme ça fonctionne bien en fait pour ceux qui sont dans ces réseaux. Est-ce que vous pensez qu'il y a aussi que ce réseau touche la justice aussi? Oui, donc, comme vous le savez, nous sommes dans un état de droit, il y a 3 pouvoirs, le pouvoir législatif, exécutif et puis le judiciaire. L'exécutif a pris le dessus sur les 2 autres pouvoirs de façon éhontée. Donc, malheureusement, nos parlementaires sont devenus pour beaucoup des presse-boutons. Et le pouvoir judiciaire est littéralement pris à la gorge. Donc, il n'y a pas un mois où vous n'apprenez pas qu'un palais de justice a eu son plafond qui s'est effondré. Les moyens sont ridicules. Et en plus, vous tombez dans ce que j'ai expliqué au début de cette interview. Monsieur Renders, on dit que la justice n'est plus politisée, c'est faux. En tout cas, je vous ai montré déjà pour la sûreté de l'État comment Monsieur Renders a réussi à faire littéralement un putsch en plaçant des hommes à lui aux positions clés et donc en prenant possession des services de renseignement. Non pas tellement pour les manipuler à son intérêt, quoique, mais surtout pour stopper toute tentative d'enquête qui pourrait lui être préjudiciable. Voilà. Pourquoi vous parlez aujourd'hui?
Alors, d'abord, pourquoi je parle? Il s'avère que du côté de ma maman, j'ai un grand-père qui a fondé le principal mouvement de résistance belge en 1941, l'armée secrète. Ce grand-père s'appelait Édouard Franks. Euh, il, euh, il a été arrêté par les Allemands en 1943. Il est passé 6 mois à Brindong. Il a été torturé par 3 fois. Il n'a donné aucun nom. Il a ensuite terminé la guerre à Dachau, et quand il est rentré, on lui a dit qu'il en avait encore pour 10 ans à vivre. Donc en 1941, quand il a fondé l'armée secrète, il a pris un risque terrible. Les Allemands gagnaient, la guerre semblait presque perdue, et il a fondé un mouvement de résistance. Il a pris des risques pour le pays. Eh bien, je fais pareil. Vous trouvez pas ça étonnant aussi que on rabâche sans cesse la liberté de la presse, on en a parlé. C'est quand même fou qu'on en vienne à témoigner dans un journal dont 99% des personnes sont bénévoles, qui s'est créé avec très peu d'aide. Est-ce que vous avez pensé à ça, le fait que je veux dire, ce rapport à la presse qui fait partie du problème, selon moi évidemment, hein. Comment vous l'envisagez, comment vous voyez ça? Je pense que un article est paru quand même dans le Vif il y a très peu de temps. Je reviens à la justice. En France, vous avez eu 2, 3 ou 4 fois plus de procès concernant des politiciens qu'en Belgique. Donc la justice a un problème à juger nos politiques. Donc, on le voit très très bien dans les affaires. Mais concernant les médias, c'est à peu près pareil. En France, vous avez encore un ou deux médias, franchement, de très grande qualité pour faire exploser un scandale, comme le Canard enchaîné ou Mediapart. En Belgique, vous n'avez plus que des médias alternatifs qui sont susceptibles d'annoncer des vérités qui ne plaisent pas à tout le monde. Voilà, Merci Nicolas Hulens. avec plaisir.